le cadre de l'affaire Benalla, le bureau du Sénat saisit la justice des cas de 3 collaborateurs clés du président Macron. Vous êtes député, mais vous êtes avant tout parlementaire. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que pour vous, le Sénat a joué son rôle de contrôle ou a-t-il, selon vous, outrepassé ses prérogatives ? Je pense que le Sénat a vraiment, véritablement joué son rôle de contrôle. Et je vais même dire davantage, c'est que l'Assemblée nationale ne l'a pas fait. L'Assemblée nationale n'a pas joué son rôle de contrôle et on a empêché les parlementaires, le parlementaire d'opposition que je suis, d'aller au bout d'une histoire comme celle-là qui semble invraisemblable. Vous étiez membre de cette commission d'enquête à l'Assemblée. Parce que je suis membre de la commission des lois et c'était la commission des lois qui s'est transformée en commission d'enquête. Et vous avez vu comment elle a été avortée extrêmement rapidement. Nous avons à 2 reprises demandé à la présidente de la commission des lois et plus précisément même au président de l'Assemblée nationale de remettre sur pied, de remettre sur place une commission d'enquête sur un périmètre plus large comme l'a fait le Sénat, et on a eu 2 fois aucune réponse, en fait. Voilà la réalité de comment fonctionne l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas sur cette mission de contrôle de l'exécutif. On voit que cette majorité pléthorique nous fait faillir à une mission fondamentale que nous confère la Constitution. Et comment vous réagissez quand vous voyez Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, dire ce matin à la colonne du Figaro qu'on est clairement que la séparation des pouvoirs n'est pas respectée? Non mais on se pince, on croit rêver, c'est une blague. Je me souviens de cette séquence à la Maison de l'Amérique latine, vous vous en souvenez peut-être vous-même, quand Emmanuel Macron s'était présenté face aux 3/4 du gouvernement, à une bonne partie des parlementaires de la commission des lois qui étaient dans la commission d'enquête, ont même quitté la commission d'enquête pour aller à la Maison de l'Amérique latine parce que c'est pas trop loin de l'Assemblée. Ils sont allés tous faire un discours pour applaudir le chef de l'État qui disait Benalla est un excellent collaborateur, je le remercie pour ce qu'il a fait. D'ailleurs, il y a un responsable, si vous le cherchez, il est là, il est devant vous, c'est moi, et qu'il vienne me chercher. Voilà. Rappelez-vous cette séquence. Et c'est cela même qui nous explique qu'il y a un problème avec la séparation des pouvoirs quand le Sénat fait son travail. Non, moi, on marche sur la tête. Alors, on est habitué à vivre dans un monde de plus en plus orwellien. Il faudrait un peu que ça s'arrête et qu'ils redescendent sur Terre et qu'on puisse aller au bout de cette affaire. Et je sais que vos confrères de Mediapart prévoient de nouvelles déclarations ce matin à 9h. Quand vous voyez qu'Édouard Philippe boycotte hier les questions au gouvernement du Sénat, quelle est votre réaction? Vous comprenez cette bouderie? Non mais c'est ridicule. Je trouve ça ridicule. Vraiment, il y a une situation politique, il y a des questions qui se posent, il vient, il répond. C'est la première fois d'ailleurs qu'il se défile de la sorte. Jusqu'à présent, il avait toujours mis un point d'honneur, y compris dans les moments compliqués, d'être présent. Quoique, quand je dis ça, justement au début de l'affaire Benalla, souvenez-vous, il avait préféré aller... Non. On lui a demandé, Emmanuel Macron lui a demandé d'aller plutôt sur une étape du Tour de France que de venir à l'Assemblée nationale. Après, il avait été très présent pendant tout le mois de juillet. Vous voyez, finalement, c'est une mauvaise stratégie. Ils sont en train de retomber dans une mauvaise stratégie. Il finira par être obligé de revenir et de répondre aux parlementaires. Alors demain, samedi, acte 19 des Gilets jaunes. Tournant sécuritaire, vraiment, le gouvernement a dit on va mettre les moyens, on met des drones, on interdit les manifestations dans plein d'endroits, place de la Concorde, Champs-Élysées. Est-ce que vous comprenez quand même qu'il faille rétablir l'ordre public dans ce pays? Non, tout le monde est pour rétablir l'ordre public dans ce pays. D'ailleurs, c'est une banalité quand on dit ça. La question, c'est comment on y parvient. Ça fait des semaines et des semaines qu'on explique, et pas que les parlementaires de la France Insoumise, qu'il faut une désescalade. Une stratégie de désescalade. Et là, ce qu'on voit, c'est même pas un tournant, c'est une escalade. C'est la continuité. Les éléments de langage qui sont posés aujourd'hui en disant si vous allez à telle ou telle manif et qu'il y en a un qui casse une vitrine, de toute façon, vous êtes complice parce que vous êtes dans la manif. Ça a commencé il y a déjà quasiment 2 mois, puisque j'ai déposé une plainte contre Christophe Castaner pour ça, parce que la complicité de casse en manifestation, ça n'existe pas dans le code pénal. Et qu'inventer des caractérisations pénales, c'est intimider les gens. C'est faire en sorte de les empêcher d'aller manifester. Dire attention, vous allez vous faire attraper par la patrouille. Et on a vu déjà cette circulaire aussi, cette note interne du procureur de la République de Paris, Rémi Heitz, qui a été nommé par ce gouvernement, par Emmanuel Macron par ailleurs, qui prévoit qu'on garde le plus longtemps possible les gens en garde à vue. Ça, c'est pas l'état de droit, c'était déjà pas l'état de droit. Alors là, en plus, on vient nous rajouter quoi? On vient nous rajouter les militaires. C'est ça l'élément qui est vraiment important. Jusqu'à présent, sous la Ve République, personne, pour faire du maintien de l'ordre, n'avait fait appel aux militaires. Ni pendant les émeutes dites de banlieue, ni pendant... pour surveiller de façon statique des bâtiments. Mais même dans ce cadre-là, même en mai 68, on n'a pas mis des militaires pour faire des gardes statiques, pour surveiller les bâtiments. Face aux casseurs, qu'est-ce qu'on fait? Mais écoutez, moi j'écoute quand même un petit peu ce que dit Christophe Castaner. Il nous a dit il y a 1 mois et demi chez Jean-Jacques Bourdin, et à plusieurs reprises, parce qu'on a eu une proposition de loi sur le sujet, vous le savez,
qu'il y avait entre 150 et 300 casseurs dans le pays. D'accord ? Ce sont les mots de Christophe Castaner. Il dit et on les connaît. Il a répété à plusieurs reprises. Hein. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on passe de 150 à 300 casseurs qu'on connaît à 1500, juste le samedi dernier. Et puis, au bout de 2 jours, comme pour justifier l'opération Sentinelle et d'autres mesures coercitives, on a des déclarations disant non, ils n'étaient pas 1500, ils étaient 10 000 casseurs. Alors qu'est-ce qu'on attend ? S'il y a des personnes qui commettent des délits ou des crimes, il faut les arrêter, c'est tout. Le problème, c'est qu'en fait, on arrête tout un tas de gens qui n'ont rien fait. Et c'est là le point caractéristique qui fait qu'ensuite, excusez-moi, il y a une escalade et une radicalité qui augmente de manifestation en manifestation. Et donc c'est bien le contraire qu'il faut faire. Vous parlez de désescalade, mais vous n'avez pas répondu à une autre question. Concrètement, dites-moi. C'est pas une question politique, en dehors de toute considération politique. Quand vous invitez à la désescalade, c'est quoi les clés ? Comment on fait pour obtenir une vraie désescalade sur le terrain, pas sur le terrain politique de la dénonciation. Techniquement, on fait comment ? Demain, je suis ministre de l'Intérieur, comment on fonctionne ? Voilà, exactement, vos propositions concrètes. C'est bien de se projeter de la sorte. Vous appelez la démission de Castaner, donc si c'est vous qui êtes nommé demain. Non, mais moi j'ai dit, demain je prends sa place, il n'y a pas de problème. Les techniques de désescalade, c'est que vous essayez de mettre un dispositif qui est un peu plus en retrait. Comment font les Allemands ? Au lieu d'être au bord de la rue, au lieu d'avoir des équipages de la BAC qui suivent le cortège quasiment au corps à corps tout le long, avec des échanges d'insultes, etc., qui viennent faire monter la tension, et ben vous reculez, vous reculez d'un cran. Par contre, vous avez un dispositif où vous identifiez beaucoup plus en amont les personnes qui seraient fauteurs de troubles, et vous les identifiez aussi à l'aide des vidéos, etc., derrière ceux qui ont cassé, ceux qui ont véritablement cassé. Voilà comment vous gérez un dispositif. Regardez ce que disait le préfet Grimaud en 1968. Il disait, voilà, qu'il y ait des interventions qui soient un peu violentes, parce qu'on va intercepter des casseurs, des gens qui veulent en découdre avec la police. Bon, dont acte. Mais il disait derrière aux policiers, attention, ne frappez pas quelqu'un au sol, ne frappez pas quelqu'un que vous avez déjà arrêté, parce que sinon on se déshonore, et c'est comme ça que la police perd de l'autorité et du respect par rapport à tous les autres manifestants qui n'ont pas envie d'en découdre avec la police. À quelques jours du Brexit, tout le monde c'est une impasse, que finalement sortir des traités, c'est très compliqué. Sortir des traités, c'est ce que vous appelez, vous, à la France Insoumise, le plan B. Oui, sauf que ça se fait dans un cadre négocié, concerté, où on regarde, on discute. Il y a eu 2 ans de concertation, et au final, c'est l'impasse. La méthode n'était pas la bonne. Ils sont sortis comme ça sur un vote, et puis après, on verra ce qu'on va faire. Nous, c'est le contraire. On sait précisément ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire, notamment sur la question des services publics. Et ensuite, on voit comment on organise le rapport de force et la discussion et la négociation au sein de l'Union européenne, en disant, oui, si à un moment donné, l'option c'est sortir des traités, et ben on le fera. Sauf que quand vous êtes le pivot qu'est la France au sein de l'Union européenne, et que vous avez des partenaires notamment du sud de l'Europe qui sont prêts à discuter avec vous parce qu'ils ont des convergences industrielles, économiques, d'échanges, et ben ça change un peu la donne de la discussion. Une question locale, du coup, le 16 janvier, vous avez déposé une proposition de loi pour réglementer la vente de protoxyde d'azote que les jeunes à Lille, de manière assez spectaculaire, détournent pour en faire une espèce de gaz hilarant, enfin une drogue. Le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui est utilisé aussi à l'hôpital pour anesthésier rapidement. C'est ce qu'on appelle effectivement le gaz hilarant. Il est utilisé beaucoup à Lille et le phénomène nouveau, c'est par des mineurs et par des très jeunes. Mais c'est pas dans la seule ville, c'est en train d'essaimer, mais vraiment à Lille. On est pour proposer l'interdiction de la vente aux mineurs, d'accord ? Donc pour pénaliser le vendeur, pas le jeune consommateur, et puis aussi pour mettre un sigle dessus indiquant que c'est un produit dangereux. Chimiquement parlant, parce que ça sert à faire de la chantilly normalement, c'est ce que vous mettez dans votre siphon pour faire de la chantilly pour les amateurs de cuisine. Écoutez, j'ai eu un accueil extrêmement bon de tous les maires de la métropole lilloise, voilà, quel que soit leur bord politique. Et les autres députés. Et des parlementaires, exactement, y compris des parlementaires de la République En Marche. Donc ce sera une proposition de loi LFI qui sera adoptée. Alors, figurez-vous que ça va être plus compliqué que ça, parce que la Direction Générale de la Santé a dit non, niet, hors de question, parce que ce serait faire une entorse à la concurrence. On croit rêver. On nous a dit il faut mieux faire de la prévention. Monsieur le député, c'est plus important de faire de la prévention que de faire de la répression. Bon, on se pince encore une fois. On s'est dit ah bon ? Mais sur l'alcool et le tabac, du coup, vous nous proposez quoi ? Qu'on arrête l'interdiction aux mineurs, c'est ça ? C'est ça que propose la Direction Générale de la Santé ? Non mais c'est hallucinant. Donc bon, je vois qu'il y a une majorité des parlementaires qui y sont pour. La proposition a été déposée aussi au Sénat également par des parlementaires de la République En Marche. J'espère que ça fera son petit bout de chemin.